Comme tant d'autres est une série de 3 émissions sur la problématique de la violence conjugale. Dans chacune d'entre elles, il y aura une partie un petit peu plus théorique que je vais vous livrer et une autre partie où 4 femmes de notre milieu ont accepté de livrer leur témoignage face au vécu qu'elles ont eu avec un conjoint violent. Cette première émission porte sur la socialisation et la victimisation des femmes. Qu'est-ce qui fait qu'une femme sur 4 est victime de violence? Qu'est-ce qui fait que ce sont surtout les femmes qui subissent la violence et les hommes qui sont les agresseurs? La violence conjugale n'est pas un phénomène privé ou qui devrait être caché. C'est un problème social qui est le résultat d'un processus de socialisation et de victimisation envers les femmes, qui est le résultat d'une éducation qui est sexiste et qui est stéréotypée. L'apprentissage que font les femmes à l'intérieur de leur famille comme à l'intérieur de la société les prédispose à devenir des victimes parce qu'elles on attend des jeunes filles, par exemple, à ce qu'elles soient soumises, douces, patientes, tolérantes, au service des autres, qu'elles s'oublient pour les autres aussi. Et inversement, on s'attend des garçons à ce qu'ils soient affirmatifs, combatifs, à ce qu'ils prennent leur place, à ce qu'ils s'affirment, à ce qu'ils exercent un certain pouvoir. D'ailleurs, les petits garçons apprennent assez jeunes qu'ils ont des privilèges et des pouvoirs simplement parce qu'ils sont du sexe masculin. À l'intérieur de la famille, par exemple, les rôles ou les tâches qui sont déléguées aux enfants vont l'être très souvent en fonction du sexe. La petite fille va être appelée à s'impliquer dans les tâches domestiques, à suivre un peu l'exemple de sa mère, si on veut. On va s'attendre d'elle à ce qu'elle fasse la vaisselle, fasse un peu de ménage, apprenne à préparer les repas. Elle pourra suivre des cours de natation ou de ballet jazz. Pendant ce temps-là, le petit garçon va jouer au hockey ou suivre des cours de karaté ou de judo. Et à la maison, aura moins de responsabilités domestiques que la petite fille. Lui pourra plus facilement laisser traîner son linge, des choses comme ça, parce que quelqu'une va passer derrière pour ramasser, que ce soit sa mère ou sa sœur. À l'âge adulte, avec l'apprentissage que les femmes ont fait de l'oubli de soi, de l'amour inconditionnel, elles vont avoir la responsabilité du bonheur conjugal, de l'unité familiale, de l'éducation des enfants. Et l'homme va avoir plus le rôle de assurer le pouvoir, si on veut, dans la famille, un rôle de pourvoyeur, un rôle de décision aussi. Et ces apprentissages-là que les femmes font se reflètent aussi au niveau social dans les types d'emplois qu'elles ont. Lorsqu'elles se retrouvent sur le marché du travail, elles sont majoritairement travailleuses sociales, infirmières, éducatrices, bénévoles, secrétaires. Et lorsqu'elles sont sur le marché du travail, encore aujourd'hui, elles vont occuper la double tâche, c'est-à-dire les tâches professionnelles et les tâches domestiques. Évidemment, il y a certains hommes qui partagent les tâches domestiques maintenant. Ils sont encore moins nombreux que les femmes, cependant, et ils sont vus un peu comme des héros parce qu'ils font ces 2 tâches-là. Certaines femmes n'ont pas vécu dans un milieu familial aussi stéréotypé ou peut-être aussi sexiste, mais tôt ou tard, elles apprennent par la place qui est faite aux femmes dans la société. Elles vont être amenées à considérer que la violence et les agressions qu'elles subissent, elles en sont responsables. Par exemple, dans le contexte de la violence conjugale, on entend souvent dire c'est parce qu'elle a couru après ou elle a dû le provoquer. Une femme, par exemple, qui se fait violer, on va se demander qu'est-ce qu'elle faisait toute seule le soir à cette heure-là. Socialement, on excuse les agresseurs pour la violence qu'ils font subir aux femmes. On va dire, par exemple, il avait bu ou il y a eu une enfance malheureuse ou difficile. Et les femmes en viennent comme ça à prendre conscience qu'elles n'ont pas les mêmes pouvoirs et les mêmes privilèges que les hommes et que ce dont on s'attend d'elles, c'est qu'elles soient soumises et qu'elles soient passives. Et le processus de socialisation et de victimisation affecte toutes les femmes et c'est un problème qui est commun à chacune. Je terminerai en disant qu'il est difficile pour les femmes d'accéder à un pouvoir dans leur vie privée qui leur est refusé au niveau social. Je vous laisse maintenant en compagnie de nos 4 femmes courageuses qui ont accepté de partager pour vous leur expérience et en compagnie de Jacinthe et Claudette qui sont présentes avec elles pour les aider à livrer ce témoignage.
chez nous, on était une grosse famille. Puis moi, je suis la première. Ça fait que, imaginez-vous que dans le temps où assez reculé, la première de la famille, c'était reste à la maison. Occupe-toi de tes frères. Tu n'avais comme pas le droit de sortir sans permission. Si des fois j'avais le goût d'aller faire un tour avec mes amis, aller prendre une marche, ma mère disait toujours attends, tu as quelque chose à faire, là, tu sortiras demain. Ma soeur, ça ne donne pas. Fait que moi, des fois, je n'étais pas toujours de bonne humeur. J'aurais aimé ça sortir avec mes amis, moi, puis aller danser, puis avoir du plaisir. Puis des fois, ils s'organisaient des feux de grève. Je n'avais pas le droit d'aller là, moi, c'était bien défendu. Ou à un moment donné, si je disais, moi, j'aimerais ça sortir à soir avec mes amis, aller faire un tour. Mais vas-y, mais dans une heure, tu seras revenu. Imaginez-vous, avec une heure, quand tu commences à avoir du fun, tu commences à avoir du plaisir, puis là c'est les garçons qui s'en viennent nous trouver. Puis dans une heure, tu es obligé de te refaire de bord, tu n'as même pas eu le temps de parler, puis de t'organiser pour ta soirée, tu es obligé de te refaire de bord, là, puis t'en aller chez vous parce que tu as hâte de rentrer de bonne heure. C'est vraiment pas le fun. Et puis, face à tes amis, là, de pas ta mère, tu sais, les autres, ils ont le droit de rentrer à l'heure qu'ils veulent, puis toi, là, tu es obligé de rentrer au bout d'une heure, c'est vraiment pas le fun pour toi. Bon, alors, ce qui arrivait aussi des fois, j'allais travailler chez les voisins des fois, puis j'arrivais avec chez nous 5 piastres, 10 piastres. Ce qui arrivait, là, tu te donneras ton frère, là, à ce moment-là, il y a une sortie à faire, fait que tu lui donneras pour payer sa sortie. Toi, tu avais travaillé toute la journée, hein, en pensant de garder ton argent pour t'acheter des choses que tu avais le goût d'avoir, et puis il fallait que tu le donnes à ton frère, c'était vraiment pas le fun. Au bout quand c'est peut-être à la table, à l'heure des repos, quand c'était le temps de servir, va servir ton petit frère, va lui donner ce qu'il a besoin, va donner ça à l'autre. Fait que là, le repas, il était passé, puis toi, tu n'avais pas encore mangé. Là, fait que là, tu mangeais sur le poids du comptoir, si tu veux. Tu n'avais pas le choix de faire ça. Puis, ça a été le même tout le temps. Tu sais, il était bon pour moi tout ça, là, mais c'était le fait que la liberté, la chère liberté que j'aurais tant voulu avoir le goût de moi aussi, tu sais, si j'allais sortir, attendez-moi pas à soir, là, je sors, je ne sais pas quand que je vais rentrer. Ça, moi, j'ai pas connu ça. Ça, la liberté, moi, je l'ai comme pas eu dans ma jeunesse. Puis, c'était toujours casé, puis tu sais, c'était telle heure, il fallait que tu rentres, puis c'était, fais ça. Quand tu auras fini de faire ça, là, dans sa tête, il faudrait qu'elle avait toujours quelque chose à me trouver pour que je reste tout le temps à la maison. Et des fois, j'aurais le goût de prendre le chemin pour m'en aller, puis pour revenir, écoute, j'aurais aimé ça dire faire des choses que j'aimais vraiment, mais c'était pas possible. Je n'ai pas les en vouloir au travers de ça, parce que c'était comme ça dans le temps. Mais c'était pas facile, Sentais-tu moins aimé dans ce temps-là ou... C'est pas ce que je ne me sentais pas moins aimé, mais je me sentais trop casé. C'était trop réservé, trop surveillé aussi. Du fait que tu deviens soumise aussi, tu étais soumise à tes parents. Oui, la soumission, quand tu as passé ton enfance puis ton temps de jeunesse comme ça, la soumission, là, tu l'apprends jeune à ce moment-là. C'est pas facile de s'en défendre. J'ai vécu à peu près la même affaire, moi aussi, étant jeune, vu que j'étais la plus vieille de 3 enfants. Mais au contraire, moi, je me suis rebellé. Moi, il me disait de blanc, puis je faisais noir. Je rentrais à 11 heures, je rentrais à minuit. Il me disait de ne pas faire quelque chose, je le faisais. C'était plus une rébellion. Moi, j'ai pas voulu me soumettre à cet âge-là. Mais c'était plus... j'ai jamais vu, dans ma famille, j'ai jamais vu de violence physique, de violence conjugale. Dire que ça chicanait, oui, mais de leur donner des coups, j'ai jamais vu ça. Ce que j'avais le plus de difficultés, c'était à l'école avec mes amis. J'étais toujours à part des autres. J'étais toujours toute seule parce que j'étais très studieuse, puis quand même pas mal bonne à l'école. Puis je me faisais tout le temps
repoussé par les autres, manger des volets par les enfants à l'école. J'ai passé mon enfance à manger des volets 3 ou 4 fois par année quand c'était ça, c'était le minimum. C'était plus vis-à-vis des amis, les amis E et I, les compagnons et les compagnes de classe que j'avais. Mes difficultés ont été là. Je voulais me faire aimer, puis tout ça, puis j'en suis venu même rendu en secondaire 1 à faire baisser mes notes parce que j'avais mangé une terrible de bonne volée en secondaire 1. Je suis venu à baisser mes notes, commencer à fumer la cigarette, porter des jeans, commencer à sacrer, commencer à fumer de la drogue, pour me faire aimer des autres. J'ai commencé à faire comme les autres, pour faire partie de la gang, puis arrêter de me faire taper dessus, parce que c'était pas quelque chose que je trouvais vivable, tu sais. Et ma mère me disait tout le temps de donner l'exemple aux autres. J'espère qu'ils n'ont jamais suivi mon exemple, et merci. Parce que j'étais une petite enfant rebelle à partir du secondaire 1. J'étais pas de là. Je me levais dans le corps parce que pour moi, c'était bien important de me faire aimer. Puis mais tu sais pas comment te faire aimer. Tu penses qu'en faisant comme les autres, tu vas te faire accepter, puis que tout va bien se passer, puis que comme ça, tu vas faire partie de la gang. Mais à cette heure, on comprend, à notre âge, que c'est pas comme ça se passe. Il y a d'autres moyens de se faire aimer. Puis si, dans un sens, s'ils ne m'aimaient pas, c'est peut-être parce que j'étais à part des autres, puis j'ai le droit d'être à part des autres aussi. À cette heure, je le comprends. Mais j'étais bonne, puis ça rendait des enfants jaloux. De voir que les professeurs avaient une préférence pour moi à l'école parce que j'avais jamais de notes en bas de 90. Puis qu'eux autres, des fois, il y avait des difficultés. Quand le prof demandait une question, bien moi, je savais la réponse. Je levais la main. Puis eux autres, ben, c'était pas ça. Fait que le prof disait tout à ben oui. Durant la réponse. Puis tu diras la réponse, puis les enfants me disaient que j'étais le chouchou du prof, puis tout ça, puis que je mangeais des volets, ils se mettaient contre moi. J'aimais mieux rester tout seul dans mon coin jusqu'au secondaire 1 où ils se sont mis à 3 filles sur moi pour presque me défoncer le bas du corps. Puis ça a été un point tournant de ma vie, je crois. Mais tu t'es pas senti rebelle? Mais oui, c'est ça, je me suis rebellé par après. J'en suis devenu à fumer, à faire tout ce que les autres faisaient, à foxer mes cours. J'ai tombé des 90, j'ai tombé avec des 10 dans mes notes. J'en suis venu à faire l'école buissonnière, comme il disait. N'importe quoi, envoyer promener le monde, à sacrer, puis c'est des choses que j'aurais jamais faites. J'étais une petite fille modèle, bien sage, en jupe, j'avais jamais eu de jeans de ma vie, le petit jupon, puis tout ça. Puis... Mais en tout cas, je sais qu'à partir du secondaire 1, ça a été ôtez-vous de là, moi je brasse bien des affaires ici. Ça a été ça. Tu sais, je veux faire partie de vous autres. Je veux être aimé. Écoutez-moi, je veux être aimé, mais tout faire pour me faire aimer. Puis toi, tu pensais que c'était la bonne solution? Je me suis trompé. Je le ferai plus, là. Les parents ils ont réagi de quelle façon dans ça? Jeune, avant le secondaire 1, avant qu'il m'arrive mon gros incident, ça a été plutôt qu'ils pensaient que c'était comme des cas isolés pour eux autres. C'était plus des affaires aux autres. Ils pensaient pas que c'était grave. Il n'y a peut-être pas la complication en tant que telle, tu sais. Ça a été plus comme, tu sais, c'est des affaires d'enfants, ils chamaillent, j'étais peut-être plus bébé, plus douillette ou quelque chose. C'est ça qu'ils pensaient peut-être plus. Mais quand ils ont vu le cas en secondaire 1, ils l'ont trouvé un peu moins drôle. Tu sais, quand tu te retrouves presque dans le bassin défoncé, une main décroisée puis le nez de patoff d'en face, c'est un petit peu moins drôle. Puis surtout que quand c'est un professeur d'enseignement religieux qui vient te porter en bas de chez vous, je restais dans un troisième étage, j'avais un escalier dehors, un escalier en dedans. Puis le professeur d'enseignement religieux est venu me porter inconsciente dans le bas de l'escalier dehors, puis il est parti, il n'a même pas été sonné chez nous pour dire que j'étais en bas. Tout ça, c'est les voisins qui ont averti ma mère pour leur dire ta fille est inconsciente en bas. T'sais. Puis que le médecin te dit il n'y a pas des examens, le seul moyen, puis moi je suis maniaque des enfants, le seul moyen de savoir si tu vas avoir des enfants, c'est de t'essayer. Fait qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu t'essayes. J'étais 1 an et 2 mois à sortir un cours sans précaution, on faisait l'amour, tout ça. Puis je tombais pas enceinte, fait que je capotais. Je capotais rare. Puis peut-être que ça n'a pas aidé. Ça m'a aidé, ça m'a fait me rebeller encore plus, puis en faire à ma tête. Puis à partir de 16 ans, là, je n'étais plus tenable. Tout ça pour dire que toi, tu n'étais pas soumise, c'était... Non, moi, c'était le contraire. vraiment Moi, j'étais le contraire plus soumise à mes amis. Moi, je trouve que c'est comme une soumission de vouloir absolument te faire aimer des autres, puis tout faire pour eux autres. Tu te soumets à leur volonté, dans un sens, au lieu de continuer comme j'étais, la bonne petite fille sage comme j'étais, j'aurais fait ma place dans moi, mais non.
Je voulais faire la place avec les autres. C'est ça que je voulais. Je voulais être avec les autres. Bon, mauvais, je m'en foutais, mais d'abord que j'avais ma petite gang à moi, mon petit clan avec moi, tout ça, tu sais, j'étais terrible de me sentir tout seul. Toi, je sais quel genre d'enfance. Moi, c'est pas du même sens que Sonia, parce que j'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu ça du tout. Parce que dès mon enfance, je suis au monde. À l'âge de 13 ans, j'étais toujours dans les hôpitaux. Ça fait que j'arrivais chez moi, chez mes parents à l'âge de 13 ans. Ça fait que les autres enfants, j'avais des sœurs, des frères, mais ils ne m'acceptaient pas trop quand j'arrivais à la maison à l'âge de 13 ans. Ça fait que c'était dur pour eux autres. Tu n'avais jamais connu. Non, c'est ça. C'était dur pour moi aussi. Ça fait que, à l'âge de 16 ans, j'ai participé jouer cette année, travailler dans des maisons privées. Tu n'as pas connu la différence d'éducation entre les filles et les garçons chez toi? Non, pas connu ça du tout. Comme ça, une vie avec des frères et des sœurs, tu n'as pas connu ça dans ton enfance, tu t'amusais avec eux autres, puis tu as joué. Ouais, c'est ça, j'ai Pas connu ça. Non, l'amour de mes frères et mes sœurs, et mes parents aussi, c'est ça, j'ai pas connu ça. C'est ça qui, aujourd'hui, que ça me manque beaucoup. Ben, c'est sûr, parce que c'est dans une partie de ton enfance que tu n'as pas comme vécu là, par rapport à d'autres. J'aurais bien aimé à faire comme les autres, à vivre ça un peu en bout, mais ça n'a pas marché. Ça passe longtemps que je suis rendu à la maison. Ben, moi, chez nous, j'ai eu une assez belle enfance. Ma mère, j'ai vécu seul avec ma mère jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Quand j'avais 6 ans, ma mère s'est remariée. Puis cet homme-là, il n'y avait pas d'enfant, rien. Ça allait bien. Puis, il me considérait comme son enfant. Puis une couple d'années après, ma mère a eu un autre enfant qui se trouvait être son enfant, lui. Fait que là, les problèmes ont commencé. Je me sentais rejetée, je me sentais à part. Fait qu'en dedans de moi, le petit bébé, là, tu sais, je l'ai là pour la main, je me disais, tu sais, il m'a volé ma place. C'était ma mère, lui, c'était pas mon père, mais ça faisait une couple d'années, tu sais, qu'il m'acceptait, puis il n'y avait pas d'enfant. Fait que ça, j'ai grandi un petit peu comme ça, puis nous autres, les biens matériels, puis l'amour, tout ça, j'ai jamais manqué de rien, mais je manquais de liberté. Il me disait toujours, si tu serais une fille, si tu serais un garçon, ben, ça serait pas pareil, tu pourrais y aller, ça serait moins dangereux. Moi, j'avais pas ça quand il me disait ça. Puis mes amitiés me disaient, ben, tu viens-tu à soir, on fait un party. Je peux pas, je garde. Ça me gênait de lui dire que je pouvais pas y aller. Fait que je faisais affaire que je gardais. Il me disait, ben, où si tu gardes, on va aller te trouver. Ben là, la madame, elle veut pas ce que je garde, elle veut pas que j'amène du monde. Je comptais tout le temps les mentir. Fait que, vers 15 ans, à peu près, là, j'étais tanné, je me disais, je suis rendu à 15 ans, 8 heures, là, à la maison, je trouvais ça, la fin de semaine, puis tout. Fait que j'ai dit, je vais sortir de ma chaussée de la gamme. Ma chambre était en bas, c'est ça. Fait que j'avais appelé une de mes chums, j'ai dit, tu vas venir chez moi en fin de semaine. Elle a dit, oh oui, elle venir coucher chez nous. Là, on descend en bas, ça. Il était à peu près 10-11 heures. J'ai dit, là, j'ai dit, tu restes ici. J'ai dit, tu mets de la musique. Elle a dit, ce que tu veux. J'ai dit, je sors la chaussée. J'ai dit, à soir, j'ai dit, je sors. Je peux jamais sortir. J'ai dit, à soir, je sors. J'ai dit, mais que j'en vienne cette nuit, je vais cogner, puis tu vas m'ouvrir la chaussée, puis je vais rentrer. Fait qu'en fin de compte, c'est ça que j'ai fait, puis je l'ai fait pogner une fois. Je me suis jamais fait pogner, là. Je l'ai fait plusieurs fois. Puis parce que lui, c'est ça. De ma mère elle-même, j'aurais eu plus de liberté. Mais quand je lui demandais quelque chose, elle disait toujours, tu sais, il va demander. Si lui veut, ben, tu vas y aller. Puis, ben, il me disait que c'était la mère en parle. Je disais, fais de te la demander. Ah, ben, tu vas rester ici. Tu attends, t'es jeune. Puis, fait que c'est ça qui a fait qu'à 16 ans, j'ai parti de chez nous. C'est ça, moi aussi. Des fois, je demandais quelque chose à ma mère, elle disait, pas demander à papa. Ben, le papa, il disait, va demander à ta mère. Oui, mais je viens de lui demander. Ben là, moi, je sais pas. Là, tu sais, il aurait voulu dire oui les deux, mais là, il ne disait pas parce que, bon, puis il y a une question aussi que je me posais souvent. Même une fois, je les avais demandé, pourquoi les garçons ont le droit de sortir, ils ont le droit d'aller s'amuser avec leurs amis, puis nous autres, les filles, il faut rester ici. Ben, c'est pas pareil. Les filles, c'est plus dangereux que les garçons. C'est bien moins dangereux qu'un garçon qui va sortir ou qui va faire des choses que les filles. C'est ça, il fallait surveiller, mais on demandait pourquoi.
mais il n'était pas capable de nous répondre. C'était gardé secret, ça. Des fois, je dis à ma mère, oui, mais si tu me le disais, pourquoi? Là, moi, je suis dans l'inconnu. Je te demande pourquoi tu ne veux pas que je sorte? Parce que c'est dangereux, mais pourquoi que c'est dangereux? Tu sais, tu étais toujours dans l'inconnu. L'explication. Oui, tu sais, on cherchait toujours à avoir des réponses à mes choses, mais j'en avais jamais. À travers tout ça, vous avez eu des rêves aussi par rapport à votre futur, puis Oui, des rêves, c'est sûr qu'on a eu, parce que moi, mon plus grand rêve, c'était d'avoir une famille, puis de vivre dans, je dirais pas, oui, en sécurité, là. C'était de faire une vie heureuse, une vie de couple heureuse. Mais avant ça, moi, mon rêve, avant de vouloir une famille, mon rêve, moi, c'était au départ, c'était ça d'être capable d'aller chercher une liberté, sans toujours me faire répondre, non, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Ah, t'as pas de réponse. Et moi, c'était d'avoir une liberté dans le sens que d'aller suivre des cours, d'aller travailler en dehors d'où ce que je restais, pour voir d'autres mondes, connaître d'autres choses. Mais ça, je l'ai pas eu, ça. Fait que là, je disais, si je peux pas avoir ça, je vais m'essayer d'avoir d'autres choses. Tu sais, il y avait toujours quelque chose, un rêve à quelque part, puis il me faisait avancer. Parce que sans ça, j'aurais pas été bien loin. Aussi, mon rêve, c'était ça, tu sais, je me disais, tu sais, je peux pas dire que j'avais pas la liberté que j'avais eu, d'une fille de 15 ans, tu sais, j'avais la liberté d'un enfant de 8-9 ans. Tu sais, je me disais, tu sais, je vais m'en aller, je vais travailler, tu sais, je vais faire ce que j'ai le goût de vivre. Tu sais, je vais rencontrer quelqu'un, je vais être bien, je vais avoir ma famille. C'était ça mes rêves. C'est un beau rêve, hein? avais-tu le même rêve, toi, José? Moi aussi, oui. C'est sûr que vu que j'avais pas eu d'affection vers mes frères et mes parents, je voyais ça comme ça. Je me disais, mais si je peux rencontrer quelqu'un, puis, tu sais, que j'ai ce que j'ai pas eu, bien, ça va être une bonne chose. On est toutes des filles. Je pense qu'on a tous le rêve un peu au prince charmant quand on est jeune. On rêve d'avoir une famille idéale, d'être avec nos enfants, puis tout ça, puis de grandir. Moi, je savais que mon rêve, c'était mon père nous emmenait glisser à la montagne, puis tout ça. Puis c'était ça mon rêve, d'être une famille unie. Papa est là, papa prend soin de tes enfants avec toi. Papa, on va glisser ensemble, on va au cinéma ensemble. On fait plein de sorties ensemble. On fait garder les enfants, on sort en couple ensemble. Tu sais, on en revient, bon, ben, tu sais, c'est des tâches séparées. C'est que une famille, je pense, c'est un tout. C'est pas juste une personne qui fait quelque chose, l'autre personne fait d'autres choses. On fait tous les deux quelque chose. On travaille tous les deux, on fait quelque chose. Je pense qu'on s'est fait une famille pour se compléter. Les enfants pour te rendre heureux, t'apporter des petits joies, des petits bonheurs, des petits sourires, tout ça. Puis un couple pour se parler. On est des deux adultes, on se parle, on règle des choses ensemble. Puis on s'amuse pareil ensemble. Une famille unie. Idéal. Parce que c'est ça, quand je demandais à ma mère, moi, je disais, maman, pourquoi tu veux pas que j'y aille là? Puis là, tu sais, qu'elle me répondait pas, là. Bon, dans ma tête, je me disais, un jour, quand je vais avoir des enfants, ils vont avoir la liberté. Ils vont être capables de prendre leurs responsabilités, d'avoir la liberté pour prendre leurs responsabilités, pour être capables d'avancer dans la vie, sans avoir peur de faire « Ah, ben, je ferai pas ça, je peux pas, je ferai pas ça, je peux pas ». Être capable d'être libre de leurs mouvements et de leurs paroles aussi. Parce que moi, c'est une chose qui m'a manqué beaucoup dans mon enfance. De ne pas avoir la liberté d'agir ou de dire ou de faire des choses que tu aurais aimées, qui auraient été belles, puis toutes simples. Puis il y a juste à penser aussi là, que tu n'avais comme pas le droit de faire. Là. Bien là, des fois, ça te poussait à faire des choses. Tu sais, sans faire de trouble à personne, puis sans te faire mal à toi au travers de ça. Là. Ça le fait parce que ça t'était défendu. C'est ce qui dit ton grand besoin de désir. Oui. De liberté. Oui, certain. Le besoin d'aimer, puis le besoin d'avoir une famille qui nous est propre. Oui. Quelque chose à nous autres. Quelque chose à nous autres.
sommes maintenant à notre deuxième émission dans le cadre de la série, comme tant d'autres, qui porte sur la problématique de la violence conjugale. Je vais vous entretenir aujourd'hui des formes de violence et du cycle de la violence. On reconnaît 4 formes de violence conjugale. La première, la violence psychologique, qui est la violence la plus méconnue. C'est ce qu'on appelait antérieurement la cruauté mentale. Elle consiste à dénigrer l'autre par l'utilisation de chantage, par les bouderies, l'indifférence, par le contrôle aussi, que ce soit le contrôle de l'argent, le contrôle des amis, le contrôle des sorties. Va empêcher, par exemple, le conjoint va empêcher sa compagne de rencontrer certaines amies, d'aller dans sa famille, des choses du genre. Ensuite, il y a la violence verbale, qui est la violence la plus oubliée. Elle consiste à dire des injures, des paroles blessantes, à s'adresser à la conjointe de façon humiliante et à lui traiter des noms. Par exemple, les femmes vont se faire dire qu'elles sont bonnes à rien, pas intelligentes, pas débrouillardes, sans cervelle, grosses, etc. Va se faire injurier de toutes sortes de façons. Ensuite, il y a la violence physique, qui est la violence évidemment la plus connue parce qu'elle laisse des marques, elle laisse des traces qui sont apparentes et elle va des blessures, peut causer des blessures mineures et peut aller aussi jusqu'à l'homicide et elle peut se présenter, par exemple, ça va être des gifles, coups de pied, coups de poing, poussées, morsures, bon, toutes sortes de gestes qui sont portés vers la conjointe, des gestes violents, des gestes de violence envers elle. Et finalement, la violence sexuelle, qui est la plus cachée, la plus redoutée aussi. Et quand on parle de violence sexuelle à l'intérieur du couple, on ne fait pas seulement référence au viol, mais aussi aux attouchements indésirables. Maintenant, ces 4 formes de violence-là s'inscrivent à l'intérieur du cycle de la violence et habituellement vont apparaître dans cet ordre-là, violence psychologique, verbale, physique et sexuelle. Lorsque le couple commence une relation, habituellement, ça va bien. C'est une nouvelle relation, donc les 2 partenaires sont plutôt prévenants l'un envers l'autre et on peut dire que c'est un peu une lune de miel qu'ils vivent. Dans les couples où la violence s'installe, on peut parler d'un couple sur 4, comme les statistiques nous révèlent qu'une femme sur 4 est victime de violence. La première phase du cycle, c'est ce qu'on appelle l'escalade de la violence ou l'escalade de la tension. Pendant cette phase-là, le conjoint va utiliser la violence psychologique et verbale. Comme je l'ai dit, ça sera des paroles blessantes, ce sera du chantage, des menaces. Comportement que la femme souvent va habituellement tolérer parce que ça s'installe de façon sournoise, ça s'installe de façon progressive. Donc, les premiers contrôles que le conjoint va exercer envers elle va les interpréter peut-être un peu comme de la jalousie parce qu'il tient à elle, parce qu'il l'aime. Et tranquillement, ça va s'amplifier. Il arrive à un moment donné un incident qui peut être complètement extérieur au comportement de la femme. Le conjoint va vivre une frustration, va être moins tolérant et on arrive à la deuxième phase qui est l'explosion de la violence. À ce stade-là, c'est la violence physique qui s'exerce à l'égard de la conjointe. Les premières fois où ça se produit, ça peut être des gifles, par exemple, des comportements de ce type-là. Et au fur et à mesure que la violence va s'exercer à l'intérieur du couple, la violence va devenir de plus en plus sévère et de plus en plus grave. Cette période-là est la période la plus courte du cycle, la plus intense aussi. Et c'est pendant cette phase-là que la femme risque le plus d'être blessée, d'être tuée ou d'être agressée sexuellement. Pendant l'explosion de la violence, la femme vit d'abord beaucoup de peur et ce qu'elle va chercher à faire, c'est à se protéger. Et comme elle a appris à être à l'écoute des autres et à s'oublier pour les autres, elle va essayer de le calmer, de
de raisonner, si on veut, son conjoint, va essayer de faire en sorte que l'incident qui a provoqué l'éclatement de la violence, va essayer de l'expliquer, par exemple, si la violence éclate parce qu'elle est arrivée 10 minutes en retard, par exemple, et que le conjoint fait une crise de colère suite à ça, bien, va essayer de lui expliquer où elle est allée et que, bon, c'est rien de grave et c'est pas du tout ce qu'il suppose. La troisième phase qui va suivre l'explosion de la violence, c'est une nouvelle lune de miel. Pourquoi une lune de miel? Parce que le conjoint se rend compte qu'il est allé un peu trop loin, qu'il a dépassé les bornes, et là, il a peur de perdre sa conjointe si elle n'est pas partie. Si elle est partie, bien, il va tout faire pour la récupérer. Alors, on arrive à cette période-là avec les promesses, promesses de ne plus recommencer, promesses d'arrêter de boire s'il y a un problème de consommation, promesses peut-être d'aller suivre une thérapie, de se prendre en main. C'est aussi une période où il va offrir des cadeaux, il va peut-être pleurer, tout ça. Qu'est-ce qui fait que la femme va pardonner, va croire? C'est qu'elle vient de vivre une agression et elle est plus vulnérable parce qu'elle elle est encore dans un état de choc et va être plus sensible aux promesses que son conjoint lui fait. Ce qui suit la lune de miel, parce que là, le problème ne s'est pas résolu, ce n'est pas les promesses du conjoint qui font qu'il va changer. Donc, il va recommencer à accumuler des frustrations et à déverser cette frustration-là sur sa conjointe. Donc, on arrive à nouveau à une nouvelle phase d'escalade de la tension qui va, à un moment ou l'autre, déboucher sur une explosion de la violence qui sera de plus en plus grave. L'illustration nous montre que la violence augmente et que les lunes de miel s'amenuisent. Alors, à l'explosion suivante, la violence physique peut être plus grave, peut laisser des séquelles plus graves aussi, et on suit à nouveau avec une période de lune de miel. Souvent, les gens vont considérer que si la femme reste après plusieurs répétitions du cycle, c'est qu'elle aime ça ou c'est qu'elle court après ou tout ça. C'est pas le cas. Qu'est-ce qui fait qu'elle reste? C'est qu'au fur et à mesure que la violence augmente, l'estime de soi de la femme diminue. Et elle en vient à penser qu'effectivement, elle est bonne à rien, qu'elle ne vaut pas grand-chose. Alors, elle considère que ça ne vaut pas la peine d'investir sur elle-même. Et les périodes de lune de miel, même si elles sont de moins en moins longues, les promesses vont être de plus en plus grandes. La première fois où la violence éclate, le fait de s'excuser, de demander pardon et de promettre de ne pas recommencer vont assez souvent suffire à convaincre la femme que oui, c'était un moment passager, que ça ne se répétera pas. Cependant, à mesure que le cycle se répète, les promesses vont devenir plus grandes et c'est là que le conjoint va commencer à promettre d'entreprendre une thérapie, de se faire désintoxiquer ou de rencontrer un psychologue, par exemple. Donc, à chaque fois, comme il fait un pas de plus dans ses promesses, il se montre de plus en plus sérieux dans son désir, si on peut dire, de changer, bien, la femme va maintenir un espoir que oui, la situation peut s'améliorer. Et tant qu'il y aura de l'espoir, souvent, elle va rester aussi. C'est ça qui maintient les femmes dans ce cycle-là. Et comme son estime d'elle-même diminue, il est de plus en plus difficile pour elle de s'en sortir. On va terminer maintenant avec le témoignage de femmes qui ont vécu la violence conjugale et qui ont traversé ce cycle-là. Et on va voir un peu jusqu'où ça peut aller dans leur cas. Et que quand tu es parti à l'âge de 16 ans, dans le fond, mais tu as connu ton conjoint, à quel âge que tu as commencé? Quand je me suis tourné travailler dans des maisons privées, par après, j'ai connu mon conjoint à 17 ans. Je travaillais dans une maison privée. Je l'ai connu à 17 ans. Ça fait que là, j'ai sorti 3 ans avec. Puis ça a été 3 belles années. Déjà, j'ai pas eu la moitié, c'était super. Comme en étant, comme on dit, amis, IA. Ça se passait très bien, on n'avait pas de problème, ça allait bien. Ça fait que, mais après ça, au bout de 3 ans, on s'est mariés. Ça fait que, mais mes parents ne voulaient pas qu'on se marisse.
Il voulait pas, ma mère voulait pas. Puis, parce que ça ne venait pas avec. Puis, bon, ça fait que... Et moi, je lui ai dit, j'ai l'aimé d'un gars, moi, je lui ai dit que si elle ne voulait pas que je me faisais vivre, j'allais m'en aller pareil. Ça fait que là, on s'est mariés. Après ça, on s'est emmené à Québec. On s'est emmené travailler à Québec. On n'avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfant dans ce temps-là. Non. Ça fait que, rendu à Québec, 6 mois après, là, j'ai eu mon premier enfant. Ça fait que... Là, après ça, là, c'est la violence qui est embarquée. Mais ça a été quoi la première fois là, que tu as vécu de la violence? Puis quelle sorte de violence qui te faisait vivre? Quand c'était la première fois là, que ça m'est arrivé, là, on restait à Québec, puis sa sœur était chez nous. Puis à un moment donné, on était à pas jouer au toc. C'est au toc, là, avec des pitons, j'ai passé des pitons. Des pitons? Oui. Ça fait que là, je disais à sa sœur, j'ai dit, fais attention parce que j'ai dit, lui, il aime ça, moi j'ai pitons, moi j'aurais absolument pour le fun, tu sais. Je pensais pas qu'il serait sur le même bord que ça. Il l'avait jamais été. Il l'avait jamais été. Non, non, c'est ça. Ça fait qu'à un moment donné, quand j'ai dit ça à sa sœur, c'est pour le fun de même, j'ai mangé une bonne traque sur le ballot. J'ai eu le droit à ça. Sa sœur a dit, t'es malade, toi, si tu es là. Ouais, mais moi, j'ai resté surpris aussi, là, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça non plus. J'ai resté tellement surpris. Ça te connaissais pas comme ça, dans le fond, là? Non, non. Ça fait que là, j'ai dit, voyons, t'es malade, tu sais. Ma réaction, c'était ça, t'es malade. Et là, sa sœur n'était pas de bonne humeur. Pourquoi elle s'était fait ça? Puis bon, elle a dit, ça fait que... Mais là, moi, j'étais pas trop de bonne humeur. Ça fait qu'à un moment donné, par après, il dit, tu vas me faire des cigarettes. J'ai dit non. J'ai dit, ce que si tu viens de me faire, je vais pas te faire des cigarettes. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, oui, il en fait pareil. Et ça m'avait travaillé le lendemain, parce qu'on restait là-bas à Québec. Puis, et là, ben, ça lui prenait ses cigarettes tous les matins. Puis il faisait tous les matins? Oui, ben, plus soir. Je faisais des cigarettes plus soir. Ça fait que, ben là, lui, il aimait ça, tu sais. Et je faisais toutes ces choses, là, puis toutes ces affaires, puis, tu sais, il aimait bien ça. Le jour, avoir payé une femme comme ça, là, faire ses affaires, puis tu lui donner ce qu'il voulait, tu sais. Ça fait que, c'était ça, là, son plus haut point, là, c'était ça qu'il voulait, là. En avais-tu peur? Quand on a déménagé de Québec, puis s'est retourné à Gaspésie, là, oui. Ça devient plus grand? Stressant. Ça devient stressant alors. Ça fait que là, là, c'est ça, il y a des moments donnés là, que je me sentais pas bien, là, toujours, là. Ça fait que... Mais là, à un moment donné, on a déménagé. On a déménagé, quoi, 3 ou 4 fois. Fait que là, quand on a eu un HLM, alors c'est là, que le coup s'est donné, là. Là, à un moment donné, là, il sortait, puis il allait partout, puis il prenait sa douche le soir, puis il se mettait, puis ça m'allait. Moi, j'étais dans ma maison, puis j'attendais. Ça fait que là, à un moment donné, je me suis dit, que je fasse. J'avais pas le choix. Pour moi, c'était comme ça, il fallait que je marche. Avais-tu tes enfants dans ce temps-là? J'avais mon plus vieux. Je n'avais juste un. OK. Bon, ça fait que là, lui il était jeune, mon plus vieux était jeune, ça fait que je cherchais à le protéger, tu sais. Ça fait que j'avais juste lui. Mais, on va dire, comme on dit, là, il traitait pareil comme il traitait, tu sais. Violence, puis ces choses-là, tu sais. Battais-tu les enfants ou c'était les parents? Il battait les enfants? Oui, beaucoup. Tu me disais, Annie, que tu as laissé chez vous à l'âge de 16 ans. Puis ton premier chum, là, ta relation, ça a été comment, ça?
Ça a été vers 16 ans et demi, 17 ans. J'ai connu un gars, puis c'était l'amour fou. Là. Fait qu'on n'a pas resté ensemble tout de suite. Je l'ai sorti avec un 3-4 mois. Puis à un moment donné, il avait été travailler en dehors. Il arrive et me dit, il dit, on s'en va. Il dit, je t'amène avec moi. Il dit, on déménage, puis je t'amène avec moi. Et là, j'étais pas bien. Là. Fait que j'ai dit, je l'essaie, tu sais, je l'aimais, puis tu vois, j'ai dit, on s'en va. On déménage à la Côte-Nord. Tout va bien, puis on travaille. Puis à un moment donné, on jouait. Ça me faisait traîner sur le tapis. Puis je disais, arrête, ça me fait mal, sur le tapis, puis il me montait sur le bord du lit. Fait que là, je fais ça de même, pour le tasser. Il se vire d'abord, tu sais, puis il m'enligne ça dans la face, mais une méchante claque. Moi, je me mets à pleurer. Il dit, moi, je m'en vais, c'est ici, puis c'est ça. Il s'en va, il prend le passage, on s'en est là, l'appartement. Et là, je pars à course après. Je dis, je suis seul ici, puis moi, c'est à la Côte-Nord. Je dis, qu'est-ce que m'a fait? Mais pas l'autre, il n'y a personne qui est là. Là, je cours après pour le rattraper dans le passage. Puis, attends, je lui dis, tous les heures, je fais plus ça, puis je m'excuse. Ça a continué un bout comme ça. Mais là, la violence s'est installée. Quand ça arrivait, ça n'a jamais arrêté. Soit que c'était une claque à un pot de bête, ça faisait partout à terre. Ça a commencé comme ça. Il consommait, il prenait de la drogue, il prenait de la boisson. Ça fait que ça aidait pas. Quand il était à jeun, c'était pas pire, mais quand il consommait, c'était tous les noms, il me traitait de tous les noms. C'était une vache, c'était une ci, c'était une ça. Lui, c'était beau, tu sais, c'est lui qui sortait, qui traînait, moi je restais à la maison. Fait que là-dedans, j'ai tombé enceinte. J'ai eu un enfant. Fait que là, c'était encore pire. Fait que t'as pas le choix de rester à la maison, il n'est pas là. Fait que toi, tu gardes, puis moi, je sors. Quand il arrivait tard dans la nuit, ben, il me dit, t'as fait à soir? J'ai rien fait, je t'ai dit, j'ai rien fait. Là, ça passait sur mon dos. C'est lui qui traînait. Ça a toujours été de la violence comme ça. Il faisait pas ça sur ton dos comme si c'était toi qui étais coupable? C'est ça. Ce que lui faisait, tu sais, pareil comme si j'étais son miroir. Il pensait que moi, je faisais ce que lui faisait. Puis, tu sais, à force de se faire dégrader comme ça, ben, tu viens que j'avais plus de confiance, j'avais plus. Tu sais, moi, je me disais, qu'est-ce que m'a fait, qu'est-ce qu'il m'a devenu, tu sais. J'ai vu des passes, ça m'a passé. Je vais me cacher, je vais en pleine nuit pour aller me cacher ses voisins. Mais il me cherchait, il a subi des pistes dans la main. Il m'a trouvé, il cognait à la porte. Là, la femme m'a dit, tu n'as pas le choix d'ouvrir la porte. Elle a dit, t'as suivi, elle a dit, c'est que t'es ici. Elle ouvre la porte, les rangs, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, la nuit, il dit, comment ça? Il dit, t'as pris un verre, là? Il dit, tu fais pas encore, tu fais pas ça sur mon dos devant le monde. Et que là, je l'ai regardé, il dit, viens à la maison, il dit, viens en dehors, il dit, je m'en vais à la maison avec, mais j'ai jamais rentré. J'ai resté dans la portique jusqu'à 20 heures. Mais j'ai pas pu m'en aller parce que j'avais pas mon enfant ce soir. J'ai dit, si je m'en vais, puis le lendemain, c'est lui qui dit, je serai plus capable de l'avoir. Fait que j'ai été fait un bon bout. C'était des chicanes, des tiraillements. Des fois, c'était beau. C'était pas toujours comme ça. Puis là, je me disais, c'est vrai, il a fait une coupe de bière. On dirait, tu sais, dans le fond, chez nous autres, tu restais avec ton mari, tu avais des enfants, c'était pour la vie. Oui, avant c'était ça. C'est ça, c'était comme ça, puis pour moi, c'est ça que je voulais aussi. Là. Ça n'a pas tourné comme ça. Mais tu étais plus violent après que ton enfant était au monde, ou c'était... Oui, parce que j'ai commencé à sortir avec, j'ai eu le petit dans la même année. Fait que, tu sais, j'ai resté plus longtemps après, là, avec le petit, là. Ah oui, c'était quelque chose. Il me ramassait à la gorge, essayait de m'étouffer, tout ce qu'il me fait, quoi. Une femme, j'ai une vingtaine d'années, j'ai l'expérience d'une femme d'une quarantaine d'années. Avec toute la misère que j'ai mangée. Je pense que ça a duré longtemps. C'est ça. Moi, je me dis que il peut pas avoir pire que ça. Ce qu'une femme peut avoir enduré. C'est quoi qui faisait que tu endurais longtemps comme ça? Tu as peur de t'en aller? Ben, c'est parce qu'après, là, tu sais, un coup, quand la chicane était finie, là, il venait me voir, il me collait, bon, ben, tu sais, je m'excuse, puis je leur ferai plus. Tu sais, tu dis, ouais. Là, ben, tu me disais, ouais, mais si t'avais pas parlé, tu savais que j'avais pas une coupe de bière, c'était à toi de pas parler, puis le lendemain, je m'avais levé, j'avais été correct, puis je me disais, ouais, c'était vrai, tu sais, c'était à moi de pas parler. Comme la nuit, j'ai dit, ouais, je parlerai pas. Il rentre, je le mets encore. Il dit, lève-toi, j'ai faim. Je me lève. T'as à manger. Il me demande du spaghetti. C'est pas dans le cuir, d'abord, c'est du gros spaghetti.
Fait que là, c'est En pleine nuit? Oui, en pleine nuit. Il dit, tu parles, j'ai fait, la musique t'au bout, là. J'ai dit, va dormir, tu sais, t'es rongé, je me dis, je baisse la musique, même si c'est pas des poignées là, tu sais, t'as vu le système de sang en l'envers. J'ai dit, alors, j'ai faim, moi, là, toi. Je te le donne en bas, puis je donne la main. Puis tu as une durette un petit peu, je donne. Ça va être bon. Il te ramasse ça, il te cherche au blanc, j'ai dit, tu vas m'en faire un autre. J'ai dit, c'est 20 mon homme. J'ai dit, 4 heures du matin, j'ai dit, moi, j'aime lire vos petits demain, il va à l'école. J'ai dit, moi, j'en fais pas d'autre. J'ai dit, tu manges nous, t'en manges pas. Il à la table de cuisine à l'envers, ça a été un enfer. Il me flashait la lumière dans la chambre. On m'a dit, toi, tu dormiras pas, tu vas te lever. Que le petit s'est réveillé. Il avait peur, lui, tu sais, à un moment donné, là. Je savais, moi, qu'il y avait l'école le lendemain. J'ai dit, là, il faudrait que ça cesse, certain, parce que si ça n'arrête pas, là. Alors, il y a des bouts, là. Je changerais mon enfant, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ça traumatise l'enfant aussi, là. C'est ça. J'ai déjà vu, ma petite fille, il m'avait pogné à la gorge comme ça, j'ai arrêté pour téléphoner. Il avait arraché le fil du téléphone. À 4-5 heures du matin, là, il n'y a personne debout. Là, tu cries, tu hurles, il n'y a personne au sein de la maison, il n'y avait personne autour. Fait que j'ai dit, moi, je me disais, moi, je voyais la vue du salon, j'ai dit, le garage rouvre à 7 heures, c'était 7 heures. J'ai dit, mais que le garage rouvre, je vais m'acheter à travers de là. Le monsieur va me voir tomber, tu sais, le garage, t'es juste là. Je pense que j'ai pas fait ça, je m'en reste pas, puis ben, ouais, je te dis, la violence. Ouais, c'est difficile. Puis, ses chums, ils étaient pas comme ça. Tu sais, des fois, je parlais avec les amis, ben voyons donc, tu sais, ils se mettent, voyons donc, tu sais. Leur image devant les autres, c'est important. Maintenant, j'avais une de mes amies qui descendait en vacances pour venir me voir, puis ça arrivait des fois, j'avais un bleu, j'avais un bleu. Elle s'en doutait, parce qu'elle me doutait. T'es là, ça, t'es là, j'ai tombé, tu sais, je cherchais tout le temps le cachet. Parce que, tu sais, je me disais, ben, dans le fond, ça me gênait, comme pitié. Ça me gênait, c'est ça. Mais je me souviens qu'à un moment donné, c'est moi qui en avais donné. Je ne sais pas trop ce qui m'avait arrivé. Elle voulait chicaner à la poignée, puis je m'avais défendu, puis je l'avais pogné en haut de l'œil. Puis un de ses chums qui arrive à la maison, il dit, c'était une heure, il dit, je suis convenu d'embarquer mon char, et je me suis cogné après le top, il dit, en dedans de moi, tiens, toi. Il dit, on va finir. Puis t'as enduré ça durant combien d'années, toi? J'ai enduré ça un bon 9 ans, certain, 8-9 ans, certain, en haut. Ouais. Puis maintenant, en fait, c'est pas quelque chose à souhaiter à personne. Oui, j'imagine. Parce que tu l'aimes, dans le fond, tu te dis, ben il va changer, mais peut-être qu'aujourd'hui, il aurait changé, mais là, il est trop tard. Puis ton enfant grandit là-dedans. Puis tu sais, moi, je me disais, ben là, tu sais, quand il n'allait pas école, ben, tu sais, c'était pas si pire. Mais là, j'ai dit, les professeurs à l'école, c'est réveillé 3 minutes, puis là, tu sais, à un moment donné, je ne veux pas parler de mon enfant, mais là, parce que j'aime monsieur, puis monsieur me bat. Tu sais, il aurait pu arriver un travailleur à l'école, puis dire, tu sais, comment ça marche chez vous. Ah, ben moi, mon papa, il fait ça, ma maman. Puis j'ai pas dormi cette nuit, ma mère pleurait toute la nuit, puis tu sais, non, ça m'a fait peur, ça. Fait qu'à un moment donné, les coups qui arrivent, tu sais, quand ils arrivent, puis qu'ils te pognent à la gorge, puis ils t'étranglent. Il essaie de t'étouffer, puis c'est les claques, là. En tout cas, il y a des fois que mes parents venaient à la maison, puis je barrais à la porte pour qu'ils me voient parce que j'étais bleu de la tête aux pieds. Que j'étais pas regardable, là. Tu sais, t'as honte, tu dis coudard, tu cours-tu après ces coups-là? Toi, tu te poses toutes sortes de questions. Peut-être que si j'aurais pas fait ça, peut-être que si j'aurais fait plus attention, puis tout ça, peut-être que ça serait pas arrivé, tu sais. Ah ben oui, c'était tout le temps de ma faute, hein. C'était tout le temps de ma faute, mais moi, j'étais tout le temps à la maison, à m'occuper de la maison, à m'occuper des enfants, puis lui, il était tout le temps parti sur la traîne, tu sais. Il pouvait partir, puis rentrer 7-9 heures le lendemain matin, tu sais, puis rire de moi, puis dire qu'il avait couché avec une, qu'il avait couché avec l'autre. Que quand il couchait avec moi, il pensait à une, il pensait à l'autre. Puis moi, là-dedans, il fallait que je couche avec pareil. T'sais, mais je peux pas dire qu'il me forçait, là. Tu devais avoir quand même, Sonia, du bon temps avec ce gars-là. Tu dis que tu l'aimais, puis pourtant... Oui, j'ai eu... surtout dans les derniers temps, j'étais enceinte de ma dernière, puis on a eu, en tout cas, il y a été 2 mois qu'il n'y a pas eu de consommation pantoute. Il ne consommait aucune drogue, aucune boisson. Puis ça a été 2 mois tout à fait merveilleux. Tu sais, ça a été... j'aurais donné n'importe quoi pour que ça dure tout le temps, mais la consommation est revenue. Puis ça a recommencé, puis je pense que c'était de pire en pire. Tu sais, il y avait beaucoup plus à voir parce qu'il était rendu que dans la coke, puis tout ça, tu sais. Fait qu'il y avait beaucoup plus à avoir de consommation de coke, puis tout. Mais c'était pas mieux. J'ai vu que j'ai presque eu des jambes cassées, presque des côtes défoncées, sans jamais que ça se rende là. Mais il me disait tout le temps que c'était pour arrêter, puis ça recommencerait pas. Fait que je le croyais, moi. Je pensais que c'était pour être vrai, tu sais. Tu viens que tu sais pas, tu sais. Les enfants, tout ça?
Bien, il y a un moment donné, en tout cas, je sais que je l'ai laissé souvent. Tu sais, il y a eu souvent de fois que je suis parti, puis j'ai été resté à la maison d'hébergement. Mais la dernière grosse dispute, mon deuxième enfant est venu sur moi après la dispute, il était parti. Puis il avait peur, eux autres, quand ils voyaient ça, les enfants, fait que j'avais tendance à les prendre dans mes bras pour essayer de les rassurer puis de les calmer un peu, puis ça me calmait, moi, tout, tu sais. Puis ma deuxième enfant a dit Tanné, moi, papa, tout le temps. Tu sais. En fait, ça. Oui, elle a fait ça parce que c'est ça qu'elle voyait, elle. C'était des coups, tout ça. Puis là, j'ai catché, je dis, à l'âge qu'elle a, elle avait quoi? Elle avait même pas 3 ans, cette enfant-là. Là. Si elle est capable de réaliser qu'elle, si à son âge, elle est tannée, pourquoi qu'à la mienne, qu'est-ce que j'attends pour être tannée? Tu sais, pour avoir mon quota, moi, tout, là. Fait que j'ai décidé de partir ce jour-là, puis ça a été la dernière fois que je suis parti. J'avais vraiment mon quota, là. J'avais, tu sais, trop, c'est trop. Ça faisait une coupe de change, que j'y donnais. Il disait qu'il était pour faire des thérapies avec moi, qu'il était pour, qui était pour changer, qu'il était pour arrêter de consommer, qu'il était pour n'importe quoi. Il me promettait n'importe quoi pour que j'y retourne. Puis moi, je le croyais parce que je voulais que ce soit ça. Je voulais avoir comme mon petit rêve, là. Tu sais, un petit couple merveilleux, là, qui s'entendent, un petit couple qui est ensemble. Tu vieillis, là, puis tes petits-enfants, là, ils viennent s'asseoir sous le grand-père et ta grand-mère, ils sont encore ensemble, là. Pour moi, c'était bien important, tu sais. Mais en tout cas, ça n'a pas arrivé de même. Ça s'est pas réalisé de même pantoute, là. J'ai eu de la misère, j'étais arrivé enceinte à un moment donné, puis ma plus vieille, elle me dit à moi, elle dit, maman, parce qu'elle m'a donné le choix. Maman, elle dit, si tu retournes avec mon conjoint de l'heure que j'avais, là, elle dit, bien, moi, j'aime mieux retourner avec mon père. Fait que là, j'avais vraiment le choix entre ma fille puis mon conjoint, puis je pense que le choix n'a pas été dur à faire. Ça a été ma fille pour moi, parce que pour moi, les enfants, c'est primordial, tu sais, c'est notre chair. Non, puis c'est un amour inconditionnel. Les autres, ils t'aiment, même si t'es grosse, même si t'es moins belle, ils te jugent pas. Les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est t'aimer puis se faire aimer. Fait que ça, c'est une belle amour, tu sais. Puis j'ai décidé de ne pas y retourner, tu sais, je voulais que ça se passe comme faux, là, mais il m'appelait tout le temps au centre, puis il me faisait des menaces, n'importe quoi, puis... Tout pour que tu retournes. Oui. Puis à un moment donné, ben, j'ai reçu un téléphone pour me dire que mon conjoint, ben, s'était suicidé. Parce que ça faisait longtemps qu'il me menaçait que c'était pour arriver, mais je le croyais pas, tu sais, je pensais que c'était pour être faux, mais... Il l'avait dit souvent. Il l'avait dit souvent. Ça fait longtemps qu'il me menaçait pour que j'y retourne, puis tout ça. Fait qu'il me menaçait de me tuer, de se tuer, puis tout ça, ou de me tuer moi puis les enfants. Ça aussi, il l'avait dit souvent. Mais ce journée-là, c'était vrai. Il s'avait vraiment suicidé. Tu sais. Autant il l'avait dit d'un côté, tu peux te dire, Sonia, autant il l'avait dit, autant il aurait pu pas le faire non plus. Là. Ben oui, je sais bien. C'est une forme de contrôle des hommes. Oui, c'est ça que je me disais, moi. Quand la personne me dit que... Quand la personne me dit qu'il s'avait suicidé, là, je le croyais pas. Tu sais, je pensais pas que c'était vrai, puis tout ça. Mais c'était vrai, c'était bien vrai, puis je le croyais pas. Je me disais, il est pas mort, il a manqué son coup, il y a quelque chose qui est arrivé, il est pas mort, tu sais... Il a manqué son coup. Il va pouvoir y retourner, tu sais. J'ai pas eu le choix. J'ai pas pu y retourner. Moi, mon rêve, depuis étant jeune, ça a toujours été de fonder une famille où tout le monde serait heureux, où tout le monde se sentirait bien, avoir des enfants, où ils se sentiraient en sécurité, puis se sentiraient heureux, se sentiraient aimés. Mais ça en a été autrement. Mon mari, il avait un problème, il était alcoolique. Et puis la vie était vraiment pas facile. C'était toujours des reproches, toujours du chiolage. C'était jamais son goût. Il aurait fallu dire comme lui pensait, comme lui aurait voulu qu'on réponde. C'était pas facile. Moi, au départ, j'avais pas vu ça parce que je l'aimais. Je l'aimais, cet homme-là, puis des défauts, j'y en trouvais pas. OK, il se prenait un peu de boisson, mais je disais, bon, c'est pas grave, c'est aujourd'hui, demain, c'est une autre journée, il n'en prendra pas demain, parce qu'il y a des responsabilités, il ne peut pas boire continuellement. Mais avec les années et les années, ça a été tout le contraire. Y avait-tu de la violence? La violence, c'était plutôt une violence psychologique. C'était toujours, comme je te disais tantôt, c'était toujours des reproches. Il n'était jamais content de ce que c'est qu'on faisait.
Fallait toujours que ça soit à son goût à lui. Fallait toujours que ça soit comme lui désirait. Si on n'était pas capable de fonctionner, tu sais, sans que lui décide que c'est comme ça. C'était-tu quand il était rien que. Était-tu violent rien qu'il prenait de la boisson ou qu'il était. C'est quand il prenait de la boisson. Quand il commençait à en prendre, ça commençait, puis plus que ça allait, puis plus ça s'amplifiait. La violence physique, j'en ai jamais eu. C'était plutôt de la violence verbale. C'était aussi pire. Hein? C'était toujours. C'est ça, t'es pas capable de faire ça, t'es pas capable de dire ça, t'es pas capable Tout ce que je faisais, c'était toujours mal fait. Puis là, je me disais, mon Dieu, chez nous, j'ai été sur réserve continuellement. Là, aujourd'hui, je suis encore sur réserve. Quand je vais l'avoir, ma liberté, là? C'est quand que je vais l'avoir, là? Je voyais pas de faille à ça. Tu sais, c'était dans le noir complètement. Puis un jour, j'étais en train de travailler dans la maison. Puis à un moment donné, il arrive et il dit tu m'empêches, j'ai dit, tu m'empêches de faire ce que je veux. Tu m'empêches de dire ce que je veux. J'ai dit, ouais. Là, je suis rendu à un point où ce que j'empêche les autres de fonctionner. Là, c'est le temps que je fasse de quoi. Je suis parti de la maison. Mais, te sentais-tu coupable? Je me sentais coupable parce que je me disais, voyons, c'est quoi que j'aurais pu faire ou pu dire qui aurait été compté. Là, moi, je me disais, voyons, c'est vrai, c'est de ma faute, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Le meilleur bon temps que j'ai, ou que ça a été vraiment bien, ou que ça a été comme j'ai toujours désiré, ça a duré 9 mois, ça. Ça a duré 9 mois. C'est ça, ça a duré à peu près ce temps-là. Ça fait que quand j'ai vu ça, là, les enfants avaient grandi. Puis ils disaient, ben maman, tu sais que t'es pas bien à la maison, tu sais que ça fonctionne pas, que ça marchera jamais. C'est le temps que tu prennes une décision. Ils me disaient de la prendre des décisions. Mais moi, j'attendais toujours parce que j'espérais toujours que ça allait s'arranger. Mais ça s'arrangeait jamais. Ça fait un bon matin, je suis parti, puis je suis pas revenu à la maison. Je me suis en allé. Je m'en allais là, à l'heure du temps. Je me disais, bon, je vais m'en aller, puis advienne que pourra. De bord, j'avais toujours été tout seul. Fait comment que je serai tout seul aujourd'hui, ça sera pas plus grave que ça.
terminons cette série avec cette troisième émission qui porte sur les conséquences et les moyens de protection, toujours en regard de la violence conjugale. Le fait d'avoir été victime de violences conjugales conduit les femmes à vivre différentes situations qui mènent à des conséquences autant physiques que psychologiques. Au plan physique, les conséquences vont aller des ecchymoses aux blessures sévères et peuvent se rendre aussi jusqu'à l'homicide, jusqu'à la perte de la vie. Au niveau psychologique, maintenant, les conséquences sont moins visibles, mais sont aussi très néfastes. D'abord, les femmes vont connaître une perte d'estime de soi, vont vivre des problèmes de dépression, peuvent aussi avoir des idées suicidaires, vont vivre un certain stress, de l'angoisse, de l'insomnie, qui va habituellement les amener à consulter. À ce moment-là, assez souvent, va leur être prescrit des médicaments pour contrôler leurs angoisses, pour mieux dormir. Certaines vont développer un problème de dépendance aux médicaments. D'autres vont se tourner vers d'autres sortes de psychotropes, l'alcool, les drogues, pour un peu atténuer la douleur qu'elles vivent et l'incompréhension qu'elles ressentent aussi. Il y a aussi des conséquences pour les enfants. Les enfants qui grandissent dans un milieu de violence, quand ils ne sont pas eux-mêmes victimes, sont presque toujours témoins de la violence, ou du moins témoins de l'atmosphère tendue qui règne dans la famille, et ce n'est pas sans répercussion sur leur vie. Ces enfants-là, très souvent, vont vivre des angoisses aussi, vont avoir des difficultés d'apprentissage, difficultés de concentration, difficultés de socialisation aussi, risquent de développer des comportements violents, de se replier sur eux-mêmes. Et il ne faut pas oublier que le conjoint qui violente sa partenaire risque aussi de développer, d'utiliser la violence à l'égard de ses enfants. Les enfants vont habituellement développer une tolérance élevée à la violence et vont en venir à considérer la violence comme un moyen d'expression ou un moyen social là, de fonctionner avec les autres qui est acceptable ou qui est normal. Il existe cependant différentes ressources, différents moyens que les femmes peuvent utiliser pour se sortir de l'emprise de la violence conjugale. Les maisons d'aide et d'hébergement existent à peu près partout au Québec et sont le service de première ligne en violence conjugale. Elles offrent un éventail de services pour répondre à l'ensemble des besoins des femmes. C'est d'abord un service d'aide téléphonique d'urgence, c'est l'accueil 24 heures par jour, 7 jours par semaine, l'hébergement, l'information, l'accompagnement dans les démarches, que ce soit des démarches judiciaires, légales, recherche de logement, un peu toutes les démarches qu'elles auront à traverser si elles décident de rompre avec le conjoint ou du moins de mettre en place des choses pour améliorer leur situation. C'est aussi des entrevues d'aide spécifiques, que ce soit individuelles, de groupe. Les femmes peuvent aussi consulter en maison d'hébergement sans être hébergées ou après l'hébergement peuvent aussi continuer de recevoir des services de la maison. Et les maisons d'aide et d'hébergement font aussi la sensibilisation au niveau de la communauté pour changer les mentalités et faire en sorte qu'un jour la violence conjugale puisse disparaître. Il existe aussi d'autres ressources vers lesquelles les femmes peuvent se tourner. D'abord, les services de police, évidemment, pour assurer leur protection. Aussi, les CALACS, les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Les CLSC, les centres de femmes, sont parmi les services vers lesquels les femmes peuvent se tourner. Il existe aussi une ligne d'aide téléphonique, SOS Violence Conjugale, qui est une ligne 1-800, et grâce à laquelle les femmes de n'importe quelle région du Québec peuvent être mises en contact avec une maison d'aide et d'hébergement. Si vous connaissez une femme qui est victime de violence ou si une amie, une parente, une voisine vous confie qu'elle vit des problèmes à l'intérieur de son couple, vous pouvez aussi être d'un grand secours pour elle. La chose la plus importante à faire lorsqu'une femme vous livre un vécu douloureux avec son conjoint, c'est de la croire. Ces femmes-là, très souvent, vont se buter à l'incompréhension ou sociale et vont être accusées de courir après, d'exagérer les choses. Alors, si elles vous accordent assez de confiance pour vous parler de ce qu'elles vivent, je pense qu'elles méritent d'abord d'être crues.
au moment où vous recevez ces confidences-là, il est important de lui adresser des messages qui sont clairs. Par exemple, de lui dire qu'elle n'est pas responsable de la violence qu'elle subit, qu'elle ne pourra pas changer le comportement de son conjoint, qu'elle doit mettre sa sécurité et celle de ses enfants au premier plan. Vous pouvez aussi essayer d'élaborer avec elle un plan de sécurité, qu'elle ait en main ou qu'elle connaisse les services qui existent, qu'elle connaisse les numéros d'urgence où elle peut se référer en cas de besoin, qu'elle connaisse un endroit où elle peut se réfugier en cas de besoin. Elle peut aussi prendre contact avec une maison d'aide et d'hébergement, même si elle ne pense pas actuellement de l'hébergement, mais au moins pour avoir des informations sur des moyens accessibles d'assurer sa sécurité. Si elle n'est pas prête à rompre avec le conjoint maintenant ou à prendre un recul face à sa vie de couple, elle peut quand même prendre l'information. Si elle n'est pas prête à faire ces démarches, vous pouvez les faire pour elle et lui rapporter l'information par la suite. Cependant, évitez de lui dire quoi faire, de la juger ou de rompre les contacts avec elle, ou encore de lui conseiller de redoubler d'efforts pour améliorer sa situation. N'oubliez pas qu'elle n'est pas responsable de ce qu'elle vit et qu'elle ne peut pas changer son conjoint. Je vous laisse maintenant en compagnie de nos 4 femmes qui vont poursuivre leur témoignage en compagnie d'une intervenante de la maison d'aide et d'hébergement. Ça faisait 17 ans. 17 ans. Ouais. Puis tu as décidé de t'en aller, là, cette fois-là. Ouais. Comment ils ont réagi, les enfants, là, quand tu t'es décidé à partir? Je les ai demandé, j'ai dit, moi, je m'en vais. Ça fait que j'ai dit, vous avez le choix, j'ai dit, de vous emmener avec moi ou rester avec votre père. Mais la réponse qu'ils m'ont faite, ils ont dit, mais on s'en va avec toi. Bon, ça n'a pas été trop dur, bon, tu sais. Ça peut être si pire. Mais c'est ça, là, après ça, je me suis tourné d'une maison d'hébergement. Ça fait que je m'avais informé avant. Avant de m'en aller, je m'avais informé. Parce que moi, je ne voulais pas m'en aller chez ma famille. Je ne voulais pas les ennuyer avec ça, avec mes problèmes. T'sais. Ça fait que là, à un moment donné, il y a une personne qui m'a dit va-t'en là en maison d'hébergement. Ah ouais? Puis elle m'a détaillé un peu là, comment ça se passait et tout ça. Ça fait que, moi, je lui ai dit. Autrement, tu n'aurais pas su qu'il y avait une maison d'hébergement? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une maison d'hébergement. Ici, à Gaspésie. Ça fait que là. Mais j'ai été très bien traité. J'ai pas eu un mot à dire. Le temps que j'étais là, ça a été une belle expérience à vivre. Et je ne regrette pas du tout. J'ai été très à l'aise. Puis, c'est sûr qu'au début, là, comme je viens de dire, je l'étais comme pas, parce que je ne connaissais pas personne. C'est normal. Oui, ça fait que là. Mais après ça, là, je me suis mis à parler avec les animatrices et tout ça. Ça allait super bien. Avais-tu du soutien de ta famille ou de tes amis dans ce temps-là? À travers toutes tes épreuves? Oui. Ah oui, j'avais du soutien vis-à-vis de ma famille. Beaucoup. Ah oui, beaucoup. Mais c'est ça, je pensais pas qu'il y avait cette réaction-là, tu sais, vis-à-vis de ça. Mais ils m'ont encouragé bien gros, puis ils m'ont donné un très gros support moral. Ça fait que par après, là, le temps que moi je m'en allais travailler, là, parce que je travaillais dans ce temps-là, le temps que je m'en allais travailler, bien, ils gardaient mes enfants. Puis, je revenais le soir, je revenais le matin, je revenais le soir. Ça fait que, c'est ça, c'est ça qui fait que j'ai beaucoup aimé ça, cette place-là, parce qu'il m'aidait beaucoup. Avec le support moral et tout, il m'aidait beaucoup. Toi, t'es parti juste une fois? Oui. Puis t'es jamais retourné? Non, je suis parti une fois, puis c'est sûr qu'il voulait que je retourne parce qu'il m'avait téléphoné. Mais je lui ai dit que moi, il n'était pas question que je retourne jamais. Puis t'as vraiment décidé? Oui, parce que je disais tout le temps, là j'ai un pied en dedans et un pied dehors. Quand je vais avoir les 2 pieds dehors, j'en rentrerai plus. C'est quoi qui t'a décidé de partir? Ce qui m'a décidé à partir, c'est encore, c'est ça, c'est un soir, encore 4-5 heures du matin, il arrive,
Il dit, qui c'est qui est venu ici? Je dis, il n'y a personne. J'ai posé la visite. Il dit, il y en a un qui est venu. Là, j'ai dit, il n'y a personne qui est venu. J'ai dit, je ne sais même pas jamais à quelle heure que tu as venu. Qui c'est que tu veux qu'il vienne ici? C'est vrai, je ne savais pas. Il pourrait arriver à 11h, mais lui, pas rentrer pour tout. Fait que là, ça avait brossé, les murs, les tasses, ça revolait dans la maison. Je l'avais mangé une bonne. Des coups de pied, puis il traîne par les cheveux, puis c'était tout. Fait que je me suis couché, il a mené à bout de ton endormi, je me suis couché. Fait que le matin, j'ai dit, lui dormait. Fait que là, j'ai envoyé le petit école, là, je grattais toute ma galerie, je niaisais dehors. C'était rentre printemps, il faisait beau, j'ai dit. J'ai rentré, j'ai fait dîner le petit, il est retourné à l'école dans l'après-midi. Fait que j'ai passé toute la journée dehors, puis je pensais, tu sais, je me disais, parce que ça faisait plusieurs fois que je m'en allais. J'ai parti, je peux avoir parti, je peux même plus le compter sur mes doigts. Je partais 2-3 jours, il venait me voir, il pleurait, j'en revenais. Puis des fois, il me disait, bon, ben là, c'est-tu vraiment fini? Moi, putain, ben là, je disais, pourquoi tu dis ça, tu sais? Ben là, je m'en connais un autre, là, puis si c'est vraiment fini, ben, je capotais, je m'en connais un autre. Oh, ben là, si tu changerais, là, tu sais, j'avais peur, c'est ça, j'avais peur, tu sais. Fait que c'est ça, là, la journée, le petit à l'école, quand le petit est arrivé, j'ai fait un souper. Il s'est levé. J'ai fait un souper, il a mangé, il était assis dans le salon. Fait qu'il a fini le souper, il était assis dans le salon. J'ai dit, là, mon homme, j'ai dit, c'est fini. J'ai dit, la nuit que tu m'as fait passer, puis le petit endurait ça, puis il va à l'école le matin, j'ai dit, moi, c'est fini. Il dit, oui, c'est fini, c'est pas de problème, mais c'est un qu'à t'en aller. J'ai dit, j'ai un enfant, moi, j'ai dit, tu t'agneaux. Bien, je vais m'en aller après ce souper. J'ai dit, c'est ça, je suis comme ça, moi, je vais aller quelque part en attendant, puis après ce souper, bien, toi, tu partiras, puis je reviendrai. Mais si je m'en allais. Fait qu'il y a une de mes amies qui est venue me chercher. Elle est venue me chercher, j'ai couché là le vendredi soir, le samedi soir. Là, le samedi, elle dit Annie, tu sais, je ne veux pas me mêler trop là-dedans. Puis... Fait que je me suis allé dans le centre d'hébergement pour faire ma difficulté. J'ai été une couple de mois, tu sais, pour me replacer, puis tout ça. Puis... Fait que je me suis pris un logement avec mon garçon. Puis ça allait bien. Mais tu sais, j'avais tout le temps peur. Je me promenais dans les rues, puis j'avais peur de lui. Fait que j'en ai, tu sais, à un moment donné, ça a été correct. Ça faisait à peu près 2-3 mois que je suis en appartement. Il est venu chez nous. Là, il a recommencé, il m'a fait du mal, j'avais peur. C'est rendu que j'avais peur de lui. Fait que j'ai fait une plainte à la police. J'ai levé une charge à la Sûreté du Québec, puis ils l'ont arrêté, puis non. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, tu es heureuse. Puis... Oui, aujourd'hui, je me dis, c'est dur. C'est vrai que c'est dur, c'est pas facile. Je pensais jamais d'être capable de m'en sortir. Mais je me disais toujours, je passerai pas ma vie avec cette personne-là. Je passerai pas ma vie avec. À un moment donné, il va y avoir quelqu'un sur mon chemin. Puis j'ai rencontré quelqu'un, puis aujourd'hui, je peux dire, c'est pas facile, mais ça se fait. Fait que c'est pas quelque chose de facile à vivre, puis je souhaite pas ça au pire de mon ennemi. Aujourd'hui, comment tu te sens à travers ça? Ben, en tout cas, je m'en sors tranquillement, là. Tu sais, je me dis que tranquillement, je consomme plus depuis un bout de temps, puis je suis bien fier de moi. Je sais que je peux me prendre en main. Je sais que je vaux plus que ce que j'ai vécu avant. Je sais que je suis capable d'aller loin, puis de m'en sortir tranquillement. C'est pas facile, là. Je ne compterai pas de montrer. À travers ces épreuves-là, tu t'es amené à consommer. Ah oui, c'était rendu terrible, puis pire après sa mort, là. Tu te gèles pour oublier, mais tu n'oublies pas, tu broyes tout le temps pareil. Puis à un moment donné, j'ai dit que ça valait pas la peine. J'ai tout arrêté. Fait que là, je suis parti. Puis à un moment donné, j'ai rencontré une personne du CLSC. Elle m'a dit, elle m'a demandé c'est quoi qui se passait. Puis là, j'y ai compté ça. Puis là, elle m'a dit, tu sais, elle dit qu'il y a une maison d'hébergement. C'est ça. Quand tu es allé à la maison d'hébergement, ils t'ont aidé, ils t'ont donné... Oui, j'étais allé à la maison d'hébergement, tout ça. Puis là, les autres, ils m'ont accueilli, c'est ça, ce que c'est que j'ai trouvé bon, c'est qu'ils m'ont montré que je pouvais décider par moi-même, je pouvais être libre de mes actes et être libre de mes paroles. Mais là, en tout cas, tout le déroulement de ça, ça fait que, à un moment donné, là, j'ai eu besoin d'aide financièrement. Il a fallu aussi que j'ai eu besoin des avocats, tout ça. Ça fait que là, les autres, ils m'ont conduit, mais sans me dire qu'est-ce que j'avais à faire. C'est moi-même qui décidais. Puis je trouvais ça difficile dans un sens parce que j'étais comme dans un monde inconnu, là. Là, je ne savais pas trop si c'était la bonne décision que je prenais ou pas, parce que c'était toujours les autres qui l'avaient pris, la décision pour moi. Mais, puis là, c'est ça, là, j'ai pris un appartement, j'ai resté avec, les enfants sont restés avec moi, tout ça. Et puis, là, j'ai appris par moi-même à me débrouiller, puis
puis à prendre mes responsabilités. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à faire ça. Puis là, c'est ça, là, les enfants ont grandi, puis à un moment donné, ben là, moi... C'est parce que ça a été difficile pour toi, parce qu'à un moment donné, tu t'es senti comme humilié puis rabaissé à force de te faire dire des choses. Oui, parce que c'est ça, j'avais comme plus confiance en moi face à ça, là, avec tout ce que j'avais vécu, tout ça. Là. Puis... Les enfants dans tout ça, c'est quoi que... Les enfants, là, c'est ça, ils m'ont laissé libre de faire ce que je voulais faire. Les autres, je leur avais donné le choix. Je leur ai dit, vous choisissez avec qui vous êtes libre de rester avec qui vous voulez. Ils sont emmenés avec moi. Ils ont resté avec moi. Ma fille est restée avec moi, mais mon garçon, lui, est resté avec son père. C'était son choix à lui. Il était libre d'aller où il voulait. Toi, la solitude, t'as pas connu ça, Moi, la solitude, ça me dérangeait pas parce que j'avais toujours été toute seule. Malgré que j'avais vécu avec des personnes, j'avais toujours été toute seule. Ça fait que pour moi, la solitude, ça me dérangeait pas. Quand que j'ai pris plus d'assurance, là, j'ai fonctionné. C'est ça, là, je me suis pris un appartement, puis je me suis organisée. Puis j'ai même travaillé... c'est ça, puis c'est ça. Puis là, ça continue. Puis à un moment donné, ben là... As-tu eu d'autres relations après ou t'es resté tout seul avec tes enfants tout le temps? J'ai resté une secousse tout seul avec mes enfants. J'ai eu une relation. Après ça, ça n'a pas fonctionné. Et puis, à un moment donné, ben là, les enfants, ils étaient assez grands, là, ils ont pu s'organiser par eux autres mêmes. Moi, j'ai resté toute seule une secousse. Puis, à un moment donné, ben là, j'ai rencontré une autre personne. Et puis, aujourd'hui, je suis mariée avec lui, puis je suis très heureuse. Je fais une vie très heureuse. C'est pour ça que je dis aux personnes qui ont de la difficulté aujourd'hui, qui vivent soit de la violence physique ou psychologique, il y a toujours moyen de s'en sortir. Les personnes ressources à la maison d'hébergement pour femmes, ils sont là pour nous aider, pour nous guider, sans nous pousser, sans nous obliger à faire quoi que ce soit. Moi, aujourd'hui, je peux dire qu'on peut s'en sortir de cette situation-là. Je dis aux femmes qui vivent des difficultés, qui n'ont pas le droit de se laisser, de se laisser vivre une vie comme ça. Ils ont le droit d'être heureuses, puis ils ont le droit de refaire leur vie. Le bonheur, ça existe. Mais il faut se donner des chances, puis il faut s'aider.